10 choses à connaître avant d'investir sur le S&P 500. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, on va parler du S&P 500 et des 10 choses qu'il faut connaître absolument avant d'investir dessus. Déjà, le S&P 500, qu'est-ce que c'est? En fait, le S&P 500, c'est un indice. C'est un peu comme le CAC 40 en France, mais c'est beaucoup moins connu parce que forcément, c'est un indice qui va prendre en compte en fait les plus grandes sociétés américaines qui sont le cœur de la finance mondiale. Comme tout indice, il se destine principalement évidemment aux investisseurs long terme qui vont garder l'investissement pendant une période plus ou moins longue en fonction évidemment de leur horizon d'investissement qu'ils auront préalablement défini. Déjà, première chose à savoir, c'est déjà la définition du S&P 500. Donc le S&P 500, comme je vous l'ai dit, c'est un indice boursier qui est émis par S&P Dow Jones Indices. Et c'est un indice qui va suivre les 500 plus grandes sociétés américaines qui vont être cotées en bourse. Cet indice va couvrir à peu près 80% de la capitalisation boursière américaine, donc c'est énorme. Les entreprises qui le composent peuvent être cotées sur la bourse New York Stock Exchange ou sur le Nasdaq. C'est vraiment l'indice de référence sur le marché boursier américain avec le Dow Jones. Alors sachez qu'il existe une version du S&P 500 sans les dividendes et une version avec les dividendes réinvestis. C'est le S&P 500 Gross Return, ou parfois appelé Total Return ou TR. Et il existe même une version avec les dividendes réinvestis en prenant en compte l'impôt à la source. C'est le S&P 500 Net Return ou NR. Alors pour ceux qui vont chercher le S&P 500, ce que vous devez savoir, c'est que les indices vont avoir des codes qui sont raccourcis pour qu'on puisse les chercher beaucoup plus rapidement sur les consoles. Et notamment le code du S&P 500, c'est SPX. Donc il est fort probable que vous trouviez le S&P 500 sous l'appellation SPX auprès de votre courtier. Deuxième chose à savoir, c'est que le S&P 500 représente 52% de la capitalisation boursière mondiale, mais 1% des entreprises cotées dans le monde. La capitalisation boursière du S&P 500 est au début 2023 de 35 milliards de dollars. Ça correspond à 80% de la capitalisation boursière américaine et pratiquement 53% de la capitalisation boursière mondiale. À titre de comparaison, les pays émergents représentent 10% de la capitalisation boursière mondiale et le CAC 40 seulement 2%. Donc on se rend compte vraiment de l'immensité de l'indice. C'est quand même quelque chose de colossal. Et ce n'est pas étonnant parce que comme son nom l'indique, ce S&P 500 va suivre l'évolution de 500 actions et en l'occurrence, c'est les 500 actions les plus importantes qui sont cotées aux États-Unis. Troisième chose que vous devez savoir, c'est que la performance du S&P 500 est de 9,6% par an depuis 1927. Le S&P 500 a été publié pour la première fois le 4 mars 1957. Mais on a calculé l'indice avec un démarrage tout début 1928. Et depuis 1928, la performance a été de 9,6% par an et 6,5% si on retranche l'inflation. En comparaison, les obligations américaines, c'est-à-dire les prêts à l'État américain, ont eu une performance de 1,8% net d'inflation. Ce qui veut dire que si vous aviez investi sur le S&P 500 sur 20 ans, vous auriez multiplié la valeur réelle de votre investissement par 3,5, ce qui est colossal. Et inversement, vous l'auriez multiplié de 1,4 avec des obligations. Si on compare la performance du S&P 500 avec celle d'autres marchés, on se rend compte que déjà la performance des actions américaines a été de 6,4% par an entre 1900 et 2022. C'est bien plus que la performance des obligations qui sont de 2% par an en fait. Et c'est encore plus que les livrets à court terme qui sont à moins de 1% par an. Mais c'est aussi bien plus que de nombreux autres pays, notamment la France et l'Italie, qui sont autour de 3% et le monde en moyenne est à 5%. Seule l'Australie dépasse de peu les États-Unis, mais c'est vraiment quelque chose de très léger. Quatrième chose que vous devez savoir, c'est qu'un investissement sur le S&P 500 juste avant la crise de 1929 n'aura pas été si catastrophique que
cela. Sur cette chaîne, on parle bien évidemment d'investissement, mais forcément, on parle aussi de risque. En fait, la bourse a perdu 2/3 de sa valeur entre 1928 et 1932. Cela étant, comme l'inflation a été négative sur cette période, en réalité, le pouvoir d'achat d'un investissement dans le S&P 500 en 1928 n'a baissé que de 54%. Par ailleurs, il faut savoir que la bourse a redépassé son niveau de 1928 en pouvoir d'achat dès 1936. Puis elle a fait des hauts et des bas et est repassée définitivement au-dessus de 1928 à 1945. Ça fait quand même 15 bonnes années de souffrance, mais l'investisseur qui a été patient a eu gain de cause. Mais bon, on va pas se mentir, celui qui a investi en une fois en bourse en 1929 aura eu de la malchance, évidemment. C'est pas des cas qui arrivent très souvent, c'est même extrêmement rare, hein, des crises comme ça. On n'en a pas vu vraiment à tous les coins de rue. Mais celui qui aurait investi 10 000 $ tous les ans pendant 10 ans à peu près à partir de 1928 se serait retrouvé avec 111 000 $. Soit plus que la mise de 100 000 $, donc pas si mal que ça pour passer l'une des plus grandes crises boursières de l'histoire. Cinquième chose que vous devez savoir, c'est que la composition du S&P 500 a beaucoup évolué entre 2000 et 2023. Le taux de rotation de l'indice S&P 500 est de 2% par an. On a l'habitude de dire que faire un investissement passif est un investissement indiciel et ça revient à ne rien faire du tout. C'est vrai parce que les indices vont travailler pour vous. En réalité, un indice va être très légèrement actif. Un indice va avoir un taux d'entrée et un taux de sortie sur une base. Le niveau de changement entre les deux est calculé par le taux de rotation. C'est la somme du taux d'entrée et du taux de sortie divisé par 2. Un indice va rentrer et sortir des valeurs sur une base régulière. Ce niveau de changement est mesuré par ce qu'on appelle ce fameux taux de rotation. Et comme je vous l'ai dit, ce taux de rotation sur le S&P 500 est de l'ordre des 2%. Si on compare par exemple à l'indice Small Caps en France, ils ont un taux de rotation qui est de l'ordre de 10%. Donc si on fait une petite comparaison, en 2000, dans l'ordre, on avait par exemple General Electric, ExxonMobil, Pfizer, Citigroup, Cisco Systems, Walmart Stores, Microsoft, AIG, Merck et Intel. Le S&P 500 en 2023 se compose, je donne toujours le classement dans l'ordre, de Apple, Microsoft Corporation, Amazon, Tesla, Alphabet Inc. C, Berkshire Hathaway, United Health Group, Johnson & Johnson et ExxonMobil Corporation. Donc on voit que les 10 plus grosses capitalisations ont pratiquement toutes changé entre 2000 et 2023. Ce qui veut dire que si vous avez investi en 2000, il se peut que les 10 plus grosses capitalisations soient complètement différentes à l'heure actuelle. Donc votre investissement initial était basé sur 10 capitalisations qui tiraient l'indice vers le haut. Et là, 20 ans plus tard, ou 23 ans plus tard en l'occurrence, elles ont complètement changé. Les pourcentages ont complètement changé, ce qui ne veut pas dire que les autres étaient évincé. Quoi qu'il en soit, on peut se dire que de toute manière, on a une mutualisation de la performance qui fait que, évidemment, les bénéfices des uns font les bénéfices de l'autre. Donc forcément, les gestionnaires de l'indice Standard & Poor's font des choix justement pour assurer l'intérêt commun de tous les investisseurs du S&P 500. Sixième chose que vous devez savoir, c'est que le S&P 500 inclut une très grande partie du Nasdaq. Historiquement, le Nasdaq était la bourse des petites valeurs de technologie. Cependant, le Nasdaq s'est largement développé et les petites sociétés de croissance sont devenues de très très grandes entreprises. Donc en ce qui est des deux, on peut comparer que le S&P 500 est bien mieux diversifié. Le Nasdaq 100 a une forte pondération du secteur des technologies, mais il ne représente que 50% du poids boursier de l'indice. En 2023, 150 des 500 entreprises du S&P 500 sont cotées sur le Nasdaq. Ces 150 entreprises représentent 40% de la capitalisation du S&P 500. D'ailleurs, les plus grosses capitalisations boursières de l'indice de référence américain sont cotées au Nasdaq. Il s'agit d'Apple, Microsoft, Amazon, etc. Et d'autre part, seulement 20 valeurs de l'indice Nasdaq 100 ne sont pas comprises dans le S&P 500, ce qui représente 5% de la capitalisation du Nasdaq 100. Septième chose que vous devez savoir, c'est que le Dow Jones est entièrement compris dans le S&P 500. Le Dow Jones a une renommée historique. Il a longtemps été considéré comme l'indice de
référence de la bourse américaine. Il est composé de 30 valeurs d'entreprises significatives. Toutes les entreprises qui sont dans le Dow Jones Industrial Average sont aussi dans le S&P 500. C'est logique, le S&P 500 est un indice qui est bien plus large. Et la capitalisation boursière du Dow Jones représente en 2023 un tiers de celle du S&P 500. À mon sens, le S&P 500 est nettement plus utile pour les investisseurs en ETF. Huitième chose que vous devez savoir, c'est que pour les informations officielles sur le S&P 500, vous devez regarder la fact sheet. Pour cela, il faut se rendre sur la page du S&P 500 sur le site web S&P/G. Et là, vous pourrez apprendre énormément d'informations sur l'indice et vous pourrez aussi notamment apprendre que l'indice Standard & Poor's émet d'autres indices suivant la bourse américaine, notamment le S&P Mid Cap, et on a aussi le S&P Small Cap 600 pour les petites valeurs. Et enfin, on a aussi un indice qui suit toutes ces actions qu'on appelle le S&P Composite 1500. Neuvième chose que vous devez savoir sur le S&P 500, c'est qu'il n'y a pas 500 entreprises dans le S&P 500. En fait, il s'agit d'une approximation. À titre d'exemple, en février, 503 entreprises étaient présentes dans le S&P 500 et pas exactement 500. Et sur ce sujet-là, il y a un comité en fait qui va sélectionner ces entreprises en fonction de certains critères, notamment une capitalisation boursière de minimum 12,7 milliards de dollars. Des règles de liquidité qui sont afférentes évidemment à toutes ces grandes entreprises, des bénéfices sur le dernier trimestre et évidemment également la somme des 4 derniers trimestres. Et enfin, on a aussi des règles afin de conserver une représentativité sectorielle. Et c'est pour ça que Tesla a longtemps été exclu de S&P 500 malgré une capitalisation boursière qui était significative. Dixième chose que vous devez savoir, c'est que le meilleur moyen d'investir dans le S&P 500, c'est via les ETF. En effet, moins de 5% des fonds classiques surperforment les ETF sur les grandes capitalisations américaines. Certains ETF vont pouvoir vous faire accéder également au S&P 500 de manière un peu détournée. Donc vous avez par exemple le Lyxor PEA S&P 500 UCITS, vous avez Amundi PEA S&P 500, vous avez BNP Easy S&P 500. Donc tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'accéder au S&P 500. Et on a une performance sur 3 ans d'environ 41,18%, donc ce qui n'est pas dégueulasse. Ensuite, on a des ETF basés sur des comptes titres ordinaires, donc ça va être par exemple le Amundi S&P 500, le BNP Paribas S&P 500, Invesco S&P 500, iShares Score S&P 500, Lyxor S&P 500, SPDR S&P 500, Vanguard S&P 500, Xtrackers et S&P 500. Vous en avez vraiment une tonne. Et c'est vraiment à vous de faire votre choix en fonction des rendements annoncés et des frais aussi annuels qui sont évidemment imputés sur vos gains. Puisque en fonction du type d'ETF que vous allez contracter, que vous allez acheter, vous allez avoir des frais annuels de gestion. Donc par exemple sur le Lyxor PEA S&P 500, on est sur 0,15% de frais annuels. Pareil pour le Amundi PEA, on est sur 0,15%. Pareil sur le BNP Paribas Easy S&P 500, on est sur 0,15% également.